Mesdames et messieurs, tous les plaisirs pour nous de vous savoir nombreux. Une fois de plus, prendre rendez-vous dans votre émission Économie et Société, dont nous avons l'immense plaisir de recevoir pour vous. Nous ne sommes malheureusement pas sur notre plateau aujourd'hui. Nous sommes reçus au cadastre minier par le directeur général Paul Mobolia, avec qui nous allons parler du secteur minier en République démocratique du Congo, puisque le slogan, c'est le CAMI, c'est pratiquement le porte d'entrée du secteur minier en République démocratique du Congo. Alors, monsieur le DG, je ne dirais pas soyez les bienvenus sur mon plateau, mais merci de nous recevoir. Bienvenue chez nous. Vous avez pris de fonction ici, au cadastre minier, c'était le 9 août dernier, où vous avez martelé de prioriser certains secteurs, notamment sur le plan administratif, technique et financier, et vous avez promis l'accompagnement de la direction générale pour l'augmentation du part de CAMI dans la mobilisation de recettes. Là, je parle bien du profit du budget national. Où en sommes-nous plus de 100 jours après? Merci encore une fois d'être venu nous voir et de nous donner l'occasion de continuer à nous exprimer sur le cadastre minier. En fait, le 9 août, il y a eu effectivement un bouleversement au cadastre minier. En ce sens que c'était pour la première fois, grâce à l'ordonnance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, on a mis en place les organes statutaires du cadastre minier, qui il y a plus de 20 ans, n'a pas eu d'organe statutaire. C'était ça le grand bouleversement, le grand chambardement. En plus de ça, il y a eu aussi la nomination des administrateurs et il y a eu un conseil d'administration. Et le rôle du conseil d'administration, c'est l'orientation, la conception et le contrôle des activités du cadastre minier. Et donc, à cette occasion, c'est le président du conseil d'administration qui s'est exprimé pour rappeler le rôle donc qui lui est dévolu au conseil d'administration. Et ensuite, il a rappelé les différentes étapes qui concernent l'activité du cadastre minier. Et enfin, il nous a donné quelques orientations sur le plan financier, sur le plan technique et sur le plan administratif. Et donc, c'est à partir de là que nous avons développé notre travail. Et donc, j'avais dit à ce moment-là que je ne prendrais pas la parole, je ne prendrai la parole qu'après au moins 100 jours de travail. Là, je peux m'exprimer sur ce qui a été fait. Et donc, aujourd'hui, c'est un plaisir de vous voir parce que ça nous donne l'occasion de faire maintenant une restitution de tout le temps que nous avons eu à avoir pour commencer à mettre en place le cadastre minier. Je vous en prie, justement, 100 jours après, c'est vrai que vous étiez déjà devant la presse pour expliquer les grandes lignes et surtout les nouveautés que vous avez pu mettre en place. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre gestion? Lorsque nous avons trouvé le cadastre minier, nous avons essayé de regarder quelles étaient les missions accordées au cadastre minier. 2 missions sont dévolues au cadastre minier principal. La gestion des titres miniers, mais collaborer avec le ministère dans la gestion du domaine minier. Et donc, dans la gestion des titres, l'instruction, l'analyse, la préparation, la vérification de tous les documents. Et pour ça, comme il y avait un volume important, nous avons mis en place la première étape, c'est assainir la situation. On regarde qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de documents qui n'étaient pas respectés, que les entreprises ne se conformaient pas exactement à la loi ou que le cadastre minier ne demandait pas. Ceci a conquéri à avoir donc un assainissement qui a conduit à du gel de plus de 1500 à 2000 permis que nous avons regardés et que nous avons proposé à la direction de soit de les déchoir, soit de voir dans quelle manière on devait les radier. Et par exemple, un cas simple, c'est que nous avions constaté qu'il y avait encore des détenteurs des titres miniers, des personnes physiques, alors que le code était précis, c'est qu'il faut, le code de 2018, il faut avoir une personne morale. Donc tous ceux qui ne se conformaient pas à ça étaient en fait d'office à radier parce qu'il y avait tout un temps qu'ils n'ont pas respecté. Ils ne l'ont pas fait, mais c'est arrivé que nous avons commencé à assainir. Il y a eu beaucoup de commencements de travaux qui n'ont pas été faits dans le cadre des permis qui sont délivrés. Il y a les études de faisabilité qui n'étaient pas complètes. Alors tout ça a conquéri qu'à peu près 300 à 400 titres miniers ont été automatiquement retirés. Ça, c'était la première phase. Donc vous avez pratiquement lancé une opération d'assainissement du minier. Ben, c'est ce qui vous vaut le surnom de Monsieur Bonne Gouvernance, puisque vous mettez la rigueur dans les affaires. Je crois que mes collègues, moi, tous sommes qui sommes, quand on nous nomme quelque part, il n'y a pas 36 choses à faire. Vous regardez d'abord l'état des lieux et puis vous faites respecter les textes. Chaque compagnie dans laquelle vous avez à faire, vous devez respecter les textes.
Bonne gouvernance, c'est peut-être du fait que dans mon passé, j'ai été le coordonnateur d'un projet Banque mondiale dédié à la bonne gouvernance sur le secteur minier. Et c'est dans ce contexte que nous avons évolué pendant 10 ans avec la Banque mondiale à aider le ministère des Mines à se structurer et à améliorer la bonne gouvernance dans le secteur minier. Sur tous les plans, géologie, contrôle de l'activité minière, collaborer avec l'ITIE, le problème des environnements, le problème des passations, des populations, les retombées. Tout ça, nous avons eu à travailler et à demander à chaque fois comment on pouvait améliorer le secteur minier. Et c'est ce que nous avons essayé de travailler pendant toute cette période-là. Vous avez hérité d'une situation où généralement les gens pensent qu'au Congo, il n'y a plus rien. Tout a été vendu, parce que là, nous sommes dans le secteur minier qui est saturé, bien sûr, avec la délivrance de plusieurs autorisations, Mais qu'est-ce que vous avez constaté en prenant... Non. Là, il faut peut-être prendre la carte de la République démocratique du Congo et le voir dans sa globalité. Et vous verrez que là où il y a des activités minières, c'est concentré, comme vous le savez très bien, dans la partie tout simplement du sud de l'ex-Grand Katanga. C'est là où il y a une forte concentration. Ce n'est pas saturé, mais il y a une forte concentration qui porte à quoi que ça devient difficile de développer un projet minier. Parce que le projet minier a plusieurs étapes. Vous faites de la recherche, ensuite vous faites l'exploitation, donc vous construisez une usine et tout. Mais quand vous avez quelqu'un qui a 3-4 carrés, vous demande comment est-ce qu'il peut faire. Donc il y a des problèmes de voir comment fonctionner. Une étude de faisabilité est faite, l'autre société est juste à 1 kilomètre. Quel genre d'étude d'impact environnemental elle fait? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt avoir un global? Tout ça, on est en train de regarder. Mais il y a d'autres endroits, partout en République démocratique du Congo, qui ne sont pas encore explorés. Donc il y a encore de l'espace. Et donc il faut aller vers ce côté-là. Là où, encore une fois, ce que nous avons dit, nous avons commencé à resserrer le maillon pour pouvoir dégager, surtout dans cette partie-là. Mais le pays a encore beaucoup d'espace à faire. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut diminuer les spéculateurs, ceux qui gèlent. Et malheureusement, ceux qui gèlent, c'est souvent des gens qui n'ont pas assez de moyens, qui commencent et puis ils sont décalés au départ. Donc ils détiennent et ça ne permet pas à des grandes compagnies qui veulent de faire de tout ça. Donc c'est tous ces petits détenteurs de permis-là qui n'arrivent pas à aller de l'avant. Ensuite, l'État, on serre le maillon parce qu'il ne faut pas traîner pendant 3 ans avec quelque chose que vous ne pouvez rien faire. Mais comment vous faites pour concilier la politique et la gestion des ressources minières? Parce que vous avez bien dit, vous avez retiré des titres à des personnes physiques, c'est que la loi interdit. Mais on entend ça et là, qu'il y a de particuliers plein de pouvoir aujourd'hui qui détiennent. Comment vous faites pour essayer un peu de mettre tout le monde? Non, s'ils détiennent, ils détiennent des sociétés, ça, il n'y a pas de problème. Ils sont en conformité avec la loi, on n'y peut rien. Mais maintenant, il faut arriver à obtenir des résultats. Vous regardez les statistiques. Nous avons à peu près 680, ce qu'on appelle permis d'exploitation, des personnes qui doivent aller dans le physique. Dans les 600, vous regardez, il n'y a peut-être que 200 qui contribuent effectivement à payer la redevance. Les autres ne le font pas. Pourquoi? Vous regardez, soit ils sont bloqués, soit ils ont eu des permis qui ne sont essoufflés, mais qu'est-ce qu'ils font avec? Et tout ça nécessite qu'il faut soit les traquer, soit leur dire que votre permis risque d'être déchu si vous ne faites pas cette activité. Et donc, il y a beaucoup de monde, mais qui contribue aux recettes de l'État? Sur toutes les sociétés que nous regardons, il n'y a que 20% des sociétés qui reviennent. Les autres 80% sont encore un peu moi j'appelle ça l'informel finalement. Ok. Et quand on parle de l'informel, on voit l'exploitation artisanale dont nous faites allusion. Est-ce que le CAMI prévoit une politique dans ce sens-là? Parce qu'ils sont dans l'informel et qui, de fois, travaillent dans le bot des grands exploitants. Là, je prends l'exemple de Lualaba. Quand vous allez à la Cominière, vous verrez pratiquement qu'à côté, il y a des exploitants artisanaux qui dépendent de ces grands géants. Il y a plusieurs réponses à faire. D'abord, la loi le dit si bien. Pour créer une zone d'exploitation artisanale, c'est au niveau de la province. Le ministre provincial est saisi, le gouverneur demande, madame donne, ça retourne au service d'encadrement, au CMAP. C'est le service chargé, ce n'est pas le cadastre minier. Dans cette dynamique, à un moment donné, le CAMI est interrogé pour voir cet endroit-là si c'est libre. Si c'est libre, nous accordons et puis le maillon continue. Maintenant, l'exploitation artisanale, il faut avoir des espaces. On n'en a pas assez au volume, en fait, qui est lié à la démographie, au problème de l'emploi et tout ça. Et donc, les gens n'ayant rien à faire
souvent arrivent à rentrer dans des concessions et tout ça. Donc il faut, encore une fois, comme je vous dis, lorsque vous avez tous ces carrés miniers qui ne servent à rien, autant les prendre, regarder qu'est-ce qu'il y a et puis demander via le gouverneur d'avoir des zones d'exploitation artisanale. Donc c'est un peu ça que... Je prends l'exemple de Kolwezi, puisque j'y étais. Il y a des gens qui, aujourd'hui, exploitent dans leur propre parcelle. Mais c'est quoi les conséquences? Qu'est-ce qui prévoit la loi dans des cas pareils? Des personnes qui ne vont pas directement voir le ministre provincial tête de mine, mais qui exploitent illicitement dans leur propre parcelle, en créant des trous. Qu'est-ce que vous appelez maintenant exploiter? Quand il fait des trous, bon, il dit c'est ça. Maintenant, il faut le traquer. Normalement, c'est interdit parce que déjà, par les règles d'urbanisme, il ne peut pas le faire. De notre côté aussi, cet exploitant a quelle qualité? Donc, il est déjà hors la loi. C'est un hors-la-loi qui n'est pas repéré. Maintenant, c'est quand il va avec ses minerais quelque part, c'est celui qui achète qui peut déjà être en porte-à-faux. Parce que ça vient d'où? Il y a un problème de traçabilité. Ça vient d'où? C'est tout ça. Et donc, c'est tout ce trafic qui existe, qui met à mal, en fait, la production et les exportations frauduleuses de nos minerais. Mais c'est quelque chose qui n'est pas permis et qui doit être déconseillé, avec toutes les conséquences qu'entraîne ce genre d'activité. Exploitation frauduleuse de nos minéraux, je l'ai dit parce que vous avez participé au processus de Kimberley avec le minerai des sangs. Je prends l'exemple aujourd'hui, les contrats Union européenne-Rwanda. Vous, personnellement, en tant que directeur général, qu'est-ce que vous en pensez de ces contrats? Le contrat du Rwanda a plusieurs facettes. Et le Rwanda est dans une zone géologique où il peut y avoir des minerais. Malheureusement, pour eux, on n'a jamais bien regardé, on a plus regardé le Congo. Si aujourd'hui ils s'intéressent à faire de l'exploration, c'est peut-être pour ça qu'ils ont eu à faire cette activité. Nous disons à l'Union européenne, d'accord, mais il ne faut pas oublier les préceptes de base. Nous sommes dans la traçabilité avec vous. Pourquoi? Parce que les pays voisins sont en train de prendre nos minerais. Maintenant, si vous voulez cautionner cette situation, ce n'est pas possible. Eux nous disent que non, grâce à ça, on va faire la traçabilité. Nous disons que nous avons déjà des programmes de traçabilité qui sont mis par vous, justement, avec vos experts. Donc, là où on est vexés, nous, les techniciens, c'est que quand on est venu signer chez nous, nous avons beaucoup discuté avec eux. Et eux nous disaient que c'était d'abord général, on allait voir après dans les détails et tout ça. Ce qui était le cas. Lorsqu'on leur a dit, est-ce que vous avez des financements? Non, on va voir et tout ça sur base de projet. De l'autre côté, on va là-bas, ils signent, et puis on entend qu'il y a 200 millions qui est affecté au Rwanda. Alors on a dit non, c'est un dupe. Donc on nous explique un peu pourquoi ici on n'avait pas l'argent. Dans un grand pays comme nous, des projets on en a, des acquisitions on peut le faire. Et pourquoi de l'autre côté, très vite on s'empresse de donner de l'argent. C'est ça qui est vexé, que le président a dénoncé, et pour lequel, sur le plan technique, nous disons qu'il y a d'autres moyens de contrôler tout ça, si c'est fait en mettant dès le départ, puisque nous sommes à côté de l'un de l'autre, à travers la conférence internationale de la région des Grands Lacs, des activités qui sont prévues dans le domaine de contrôle des minerais qui circulent dans la région. Nous faisons face à un grand tournant, comme vous le savez, avec la transition énergétique de la RDC. Il y a des minerais stratégiques que la RDC a aujourd'hui, que le monde n'en a pas, et qui nous ont ouvert derrière la porte avec, je dirais, le batterie. On devait construire des usines de batteries en République démocratique du Congo. Mais est-ce que le CAMI a une politique particulière vis-à-vis de ça, cette transition énergétique en RDC? Comment faire profiter de cette matière à la population congolaise? Oui, il y a que deux cailloux qui font allumer. Je vous ai dit que nous avons deux missions principales. La technicité, le contrôle, mais aussi la gestion. Dans le cadre de la gestion, nous participons à la réflexion sur le problème des marchés stratégiques. Et je crois que la loi est prévue, mais elle n'a pas encore été mise en application sur comment est-ce qu'on va faire avec les marchés stratégiques. On a défini trois matières, je crois que si je me souviens bien, qui sont comme stratégiques. Mais nous analysons avec les collègues des autres services quelles sont ces matières stratégiques qui ont été déterminées par l'Union européenne, par les Américains. À partir de cela, nous essayons de voir si telle matière est reprise chez nous, elle constitue pour eux une certaine criticité. Mais pour nous, n'oubliez pas que le marché stratégique le plus important, c'est le cuivre. C'est le cuivre qui nous fait vivre. Ce n'est pas exactement le cobalt, c'est le cuivre d'abord. Donc à partir de là, c'est stratégique. Mais maintenant, quand c'est stratégique, la loi prévoit. On doit donc mettre en parenthèse la loi et édicter des directives ou comment travailler ces marchés stratégiques. C'est ce à quoi, avec le ministère des Mines, nous sommes en train
employés parce que ça doit être fait sous forme de décret du Premier ministre. Et je crois que pour ne pas abuser de votre temps, on va conclure par là. Il y a le nouveau code minier. C'est quoi j'allais juste profiter de votre expérience parce que vous avez longtemps œuvré dans les secteurs. Vous étiez au ministère du Mines à travers cette cellule de coordination. Mais pensez-vous que le nouveau code minier soit différent de l'autre? Et l'avantage de ce nouveau code minier, c'est quoi? Le nouveau code minier visait à préciser les imperfections que nous avons connues dans le premier, ou les manquements ou au regard de l'évolution. Comme vous voyez, la situation est dynamique. Quand nous avons écrit le code minier, on ne parlait pas aujourd'hui de green minerals, des minerais verts. Donc tout ça nécessite la fonction. Donc dans la fonction de travail que nous avons eue, nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'éléments qui bloquaient un peu. Et en 2002, il fallait attirer les investisseurs. Donc on leur a fait la part belle. Mais 10 ans après ou 20 ans après, on s'est rendu compte que non, le Congolais lambda ne recevait pas beaucoup. Et qu'est-ce qu'il fallait changer? Et on a changé en mettant l'accent beaucoup plus sur le côté, maintenant, de la réceptabilité des minerais de la part de la RDC. Et donc, il y a eu des mesures qui ont été mises d'abord sur le plan financier, mais sur le plan, aujourd'hui, par exemple, on a introduit la notion du 0,3% du chiffre d'affaires pour les communautés de base. Maintenant, 50% de l'argent maintenant de la redevance minière est directement rétrocédé aux provinces, alors qu'avant c'était au gouvernement central. Donc tout ça permet de remettre de l'argent dans l'action. Et il y a maintenant, je ne sais pas si vous êtes encore à Colosie, avec les dotations des différents territoires, ils ont maintenant de l'argent pour commencer à faire des projets sur place. La RDC est agressée. Et comme vous le savez, qui vous empêche, bien sûr, vous, le directeur général du CAMI, de faire, je dirais, correctement votre travail. Et parce qu'il y a certaines zones qui sont contrôlées par le rebelle du M23, sous couvert, bien sûr, du Rwanda. C'est là votre dernier mot. C'est quoi le message que vous lancez? Et je pense que la population congolaise pourra en prendre acte. Je crois que vous avez parlé au début que j'ai fait partie du processus de Kimberley. Donc l'expérience du processus de Kimberley peut toujours se révéler intéressante pour la nôtre aujourd'hui. Le problème que dans le processus de Kimberley que nous avons eu avec le Congo-Brazzaville, c'était la fraude du diamant qui venait à Kinshasa, Chikapa-Kinshasa. Ça passait de l'autre côté et ça partait en Europe. Parce que nous étions dans le processus de Kimberley, nous devions donc certifier toute notre matière qui sortait. Qui dit certifier, il y a un coût supplémentaire à le faire. Alors qu'au Congo-Brazza, il ne faisait rien. On a vu ensuite tout le monde traverser et on a vu que dans le cadre régional, justement, de ce processus, le Congo-Brazza, qui avait très peu, a commencé à avoir plus de 2 millions de carats. En fait, tout l'esprit qu'on avait, les Ndingari, tous ces gens venaient de l'autre côté, passer de l'autre côté et traverser. Et donc, on s'est mis ensemble dans ce cadre régional, même international, où alors le Canada, qui avait le pouvoir en ce moment, a diligenté une étude pour aller vérifier au Congo-Brazza, là où on disait que le diamant sortait, quelle est la capacité industrielle de produire. Et il s'est avéré que tout bien fait, ce n'était que 55 000 carats. Et donc, le Congo-Brazza a été suspendu. Aujourd'hui, c'est la même chose que nous disons, on sait très facilement voir quelle est la capacité de production du Rwanda, quelle est la capacité de production de la RDC. À partir de comparer les chiffres, on voit tout de suite d'où ça vient. Maintenant, ça n'a pas été fait maintenant, ça s'est fait depuis longtemps. Dans le cadre de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, nous avons un accord avec tous ces pays sur les 6 instruments, notamment l'échange, la mise en place d'une base de données au Burundi, de toutes les informations. Les seuls qui travaillent là-dessus, c'est la RDC. Les autres pays ne le font pas. Il y a un dispositif qu'il faut tous participer à l'ITIE. Nous sommes à l'ITIE, vous voyez le prix, le Rwanda ne l'est pas. Et tout ça, ce sont des instruments qui sont là pour vérifier et quantifier exactement. Si on met ça en application, puisque nous sommes ici, je parle ici en termes de, pas politique, mais experts du ministère des Mines, si on met ça en application, on peut déjà voir. Et avec les partenaires internationaux qui nous avaient aidés, on peut très bien dire, l'Union européenne, bon, vous voulez faire quoi? Vous voyez, la capacité ici, ce n'est que de 2000 tonnes pour tel produit. Le reste là, ça vient d'à côté. Maintenant, qu'est-ce que vous dites? On fait un embargo là-dessus, ou alors on nous restitue, ou alors on nous fait des compensations.
Ça, c'est le plan purement technique. Et c'est pratiquement votre mot de la fin pour l'émission. Je l'ai dit et je vous remercie de votre passage. Merci beaucoup, M. le DG. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est l'expérience que nous en profitons. Nous avons reçu pour vous dans cette émission Économie et Société sur BMTV Télévision, le DG Popol Moboli. Avec lui, nous allons parler en bref et en quelques temps du mission, bien sûr, ainsi que de l'exploitation minière en République démocratique du Congo. C'est là que nous mettons un point final à notre émission. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir.